Bonjour à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, ouverture de la deuxième séance plénière ordinaire de l'Assemblée nationale pour cette nouvelle année 2019. Et en Syrie, plus de 2000 personnes ont été évacuées de l'ultime poche de l'État islamique et ce en 24 heures. Merci à vous de nous rejoindre. Sous la présidence de Mohamed Ali Hammadi, conformément à l'article 22, alinéa 1 et 2 du règlement intérieur de la 5e séance de la deuxième session ordinaire de l'année 2019 de la 8e législature de l'Assemblée nationale se tenue ce jeudi dans les arcanes de l'hémicycle. Cette séance qui a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, des membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires. Elle avait pour ordre du jour l'examen de 6 projets de loi admis en procédure d'urgence, à savoir projet de loi portant identification des personnes physiques en République de Djibouti, création du numéro national d'identification et établissement d'un registre national pour les procédures d'urgence. Également un projet de loi portant modification de la loi du 22 décembre 2007 fixant les conditions d'entrée et de séjour en République de Djibouti. Projet de loi portant organisation du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration. Un projet de loi également relatif à la création de l'Institut national de la statistique de Djibouti, l'INSD, et un projet de loi portant institutionnalisation des crèches et des garderies, et enfin un projet de loi portant ratification de la convention de financement pour l'achat de produits pétroliers raffinés. Le président de l'Assemblée nationale, dans ses propos introductifs, est revenu sur les modalités de la procédure d'urgence. Il a précisé que les différentes stipulations fixées par l'article 51 du règlement intérieur sur l'ensemble des textes, les discussions ont été conséquentes et au terme des débats, les parlementaires ont donné une suite favorable à l'adoption des textes. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu hier dans la matinée dans le salon d'honneur de la primature une délégation du haut rang conduite par Cheikh Mansour bin Moussallam, président de la Fondation pour l'aide à l'éducation. Introduite par le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, la rencontre a vu la participation du conseil technique du Premier ministre Ali Sillaï et des hauts cadres du MENFOP. Le président de Education Relief Foundation a exposé brièvement au Premier ministre le concept d'éducation équilibrée et inclusive pour tous que sa fondation promeut à travers le monde et dont Djibouti est à l'avant-garde. Le Premier ministre a évoqué également l'intégration de l'éducation des enfants réfugiés dans le système national djiboutien, l'éducation inclusive étant au cœur de la politique éducative du président de la République afin d'assurer aux groupes vulnérables et défavorisés tels que les enfants des réfugiés la même chance d'apprentissage. Le concept de l'éducation équilibrée et inclusive cadre bien avec la vision de Djibouti, a conclu enfin le Premier ministre Abdelkader Kamil. Et après le Premier ministre, le président de la Fondation ERF, ONG Fondation pour l'aide à l'éducation, Cheikh Mansour bin Moussallam, a entamé aujourd'hui une tournée dans différents départements ministériels. Le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, a en premier lieu reçu la visite d'une délégation de haut rang, conduite par son président, Cheikh Mansour bin Moussallam. Le ministre était entouré des hauts cadres de son département. À noter que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite officielle de la délégation de l'ERF et de son président dans notre pays durant la semaine du 13 au 16 janvier 2019. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a ensuite fait une large présentation durant la visite du président de la Fondation ERF sur les réalisations du MENFOP en termes de politique de rehaussement de la qualité et d'inclusion du système éducatif dans les 10 années à venir. Et enfin, le président de la fondation de l'ERF, Cheikh Mansour bin Moussallam, a été reçu par la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden. Durant sa tournée de ce matin, le président de la fondation de l'ERF, Cheikh Mansour bin Moussallam, a remercié les ministres pour leur accueil avant de leur rendre hommage pour son action en faveur d'une école de qualité et inclusive. Cheikh Mansour bin Moussallam a également fait un débriefing sur la journée d'hier qui a été riche en activités importantes dans les domaines socio-éducatifs, notamment dans la région d'Obok.
Le secrétariat d'État aux affaires sociales, en continuité de ses activités de la semaine de l'action sociale, a organisé une réunion sous le thème de réalisation et perspectives par le secrétariat d'État aux affaires sociales sur le fonds de la solidarité nationale. Hier, donc, au Palais du Peuple, présidé par la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mona Ousmane Adan, en présence de la secrétaire générale, des cadres du SEAS, des partenaires techniques et financiers des différentes institutions publiques, parapubliques et ONG telles que Djibouti Télécom, l'aéroport de Djibouti, la chambre de commerce et le PAM, pour ne citer que ses partenaires. L'objectif de cette réunion était de décortiquer et d'expliquer aux partenaires techniques et financiers ou bailleurs de fonds le mécanisme de financement des programmes sociaux, le coût de la stratégie nationale de la protection sociale pour les années 2018 à 2022, ainsi que les perspectives réalisées en cours de cette année. Et dans son intervention, donc, la secrétaire d'État aux affaires sociales a indiqué que différents programmes réalisés donc ont été évoqués lors de la réunion, tels que les programmes d'assistance sociale, programmes d'aide ponctuelle comme le secours aux sinistrés, un programme de soutien aux étudiants issus des régions de l'intérieur, des programmes également des étudiants handicapés, programme d'assurance maladie, le PNSF, transfert monétaire, ainsi que plusieurs autres programmes, à savoir le développement des opportunités d'emploi pour le développement économique et les formations techniques et professionnelles en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Toujours nouvelle du pays, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, qui est à Djibouti, a continué donc ses rencontres avec les différents acteurs politiques du pays. Cette mission qui se déroulera d'une semaine, donc durant laquelle les experts devront s'imprégner des pratiques de la bonne gouvernance, a rencontré cette fois-ci le secteur privé, notamment le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale. Les discussions durant cette rencontre ont porté sur comment du secteur privé doit jouer un rôle prépondérant dans le développement des collectivités locales. Aujourd'hui, par Monsieur le Président de la Chambre de commerce et toute son équipe, cela a été l'occasion d'aborder la question de la décentralisation budgétaire du point de vue du secteur privé et dans quelle mesure le secteur privé est en train de contribuer à la mise en place de cette décentralisation fiscale et budgétaire. Les partenaires ont répondu à toutes nos questions et d'abord en faisant des exposés qui nous montraient exactement leur implication dans le développement des régions, notamment en mettant à disposition des populations locales des antennes de la Chambre de commerce, qui sont déjà au nombre de 2, mais qui sont en voie d'être augmentées à toutes les régions. Promouvoir le paysage touristique djiboutien dans le monde du cinéma et ouvrir le cinéma aux portes de la scène internationale, notamment le Festival de Cannes, c'était l'objectif d'une conférence de presse qui s'est tenue ce matin à l'Office national du tourisme. C'est la présidente du pavillon Afrique du Festival de Cannes, Madame Karine Barclay, qui a répondu aux journalistes aux côtés de la réalisatrice djiboutienne Lula Ali Ibrahim. Le directeur du tourisme Ousmane Abdi, le directeur de la culture ont également assisté à cette conférence de presse. Djibouti, connu donc pour ses paysages à couper le souffle, doit intégrer comme toile de fond les films, ce qui serait un important vecteur d'inspiration et un facteur d'influence pour les voyageurs, et ainsi la République de Djibouti et son paysage majestueux pourraient tirer profit de cette occasion. Et dans son intervention, Karine Barclay, présidente du pavillon Afrique, dans sa prise de parole, a expliqué en premier lieu l'objet de sa visite, qui est d'offrir une plateforme de renom à Djibouti, en plein milieu de la scène de la crème des réalisateurs du cinéma, mais aussi du showbiz international, ce rendez-vous incontournable qu'est le Festival de Cannes. On l'écoute. L'idée du projet a donc été lancée depuis l'année dernière, tout simplement parce qu'il y avait un déficit de présence africaine au Festival de Cannes, qui est le plus gros festival au monde en termes de visibilité. Donc il y avait déjà des présences de certains pays d'Afrique, mais qui n'étaient pas pérennes ou qui venaient donc de manière sporadique. Et donc nous avons décidé de faire un pavillon pour rassembler les forces en fait de l'Afrique, parce qu'il y a des talents un peu partout en Afrique, mais souvent elles sont cantonnées donc à leur pays où elles ont des prix dans des festivals, mais il n'y a pas un vrai bouillonnement à cause de cela. Et le pavillon Afrique va être une plateforme pour mettre en avant, pour promouvoir le cinéma africain. À titre d'exemple,
Madame Lula nous a affirmé que un film qui a été tourné tout récemment par un grand réalisateur allemand, à Wim Wenders, avait, en fait, il y a eu une dépense de 1 million de dollars pour une période de 1 mois qui ont été dépensés ici à Djibouti. Donc vous imaginez si dans l'année 3 ou 2 films sont tournés ici, la richesse qui sera, parce que le cinéaste va engager des personnels, des figurants, et voilà, il y a une création d'emplois, il y a une manne. Et aussi, c'est l'autre aspect pour le développement du tourisme, c'est que aussi les spectateurs, les gens qui vont regarder le film, après que le film a été terminé, ils vont dire: ah tiens, tel film a été tourné ici à Djibouti. C'est bien de voir les sites de tournage là où ça a été. Non, nous n'avons pas des sites de tournage comme Hollywood ou le Maroc, mais nous avons des sites naturels qui peuvent être une opportunité pour les producteurs et les réalisateurs. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité africaine et internationale. Au Mali, notamment, l'ONU impatiente face au retard pris dans l'accord de paix. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont de plus en plus impatients à l'égard des parties maliennes face au retard pris dans l'application de l'accord de paix de 2015. C'est ce que souligne donc hier une déclaration unanime adoptée à l'issue d'une réunion sur le Mali. S'ils saluent la mobilisation du Premier ministre en faveur de l'application de cet accord, ils appellent toutes les parties maliennes à unir leurs efforts après la réélection du président Ibeka et à travailler ensemble à la promotion d'une paix durable et des droits de l'homme, précise le texte. Les membres du Conseil exhortent donc le gouvernement malien et les groupes armés de la plateforme et coordination à prendre des mesures immédiates et concrètes pour mettre en œuvre de manière effective les dispositions clés restantes de l'accord non appliquées, affirme la déclaration. Le désarmement et la décentralisation figurent parmi les dispositions non encore pleinement appliquées. Les États-Unis ont menacé de leur côté de revoir à la baisse le format de la MINUSMA, 13 000 casques bleus pour le moment, si les progrès n'étaient pas plus substantiels. Et malgré la MINUSMA, une forte présence militaire française et la création de la force militaire régionale, le G5 Sahel, les violences djihadistes persistent au Mali et se sont même propagées vers le centre et le sud du pays, ainsi qu'au Burkina Faso, au Niger voisin, se mêlant ainsi souvent à des conflits intercommunautaires. En Syrie, plus de 2000 personnes évacuées de l'ultime poche de l'État islamique en 24 heures. Plus de 2000 personnes, donc dans plusieurs dizaines de combattants du groupe État islamique, ont été évacuées hier de l'ultime poche de l'État islamique dans l'est de la Syrie, alors que les combats se poursuivent pour déloger les djihadistes du secteur selon une ONG. Cette nouvelle vague d'évacuation porte à près de 2200 le nombre de personnes évacuées en 24 heures, parmi lesquelles figurent 180 djihadistes, et dominés par des combattants kurdes et soutenus par la coalition internationale. Les FDS mènent depuis septembre une offensive d'envergure visant à déloger les djihadistes de leur dernière enclave dans l'est syrien. Et enfin, la Chambre des communes refuse de censurer le gouvernement britannique. Elle restera bien à son poste. Theresa May a survécu à la motion de censure déposée la veille par l'opposition à quelques voix près. 325 députés ont voté contre, 306 ont voté pour. Mais les discussions ne sont pas terminées à Westminster. Theresa May a promis de rencontrer l'opposition dès la fin de la séance. Désormais, la première ministre britannique a jusqu'à lundi pour négocier un nouveau plan qu'elle devra soumettre à l'approbation des députés. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.